Bonjour, vous écoutez 2031, une série de podcasts produite par La Cantine et Stéréolux. Depuis 2008, les crises financières, sociales, politiques, climatiques se suivent. Subprimes, printemps arabes, populisme en Europe, aux États-Unis, au Brésil, et plus proche de nous, les gilets jaunes, la Covid. Toutes ces crises, ces moments extrêmes de dérèglement, ont été portés, racontés, propulsés, relayés par les outils numériques. Pour sortir la tête du guidon, La Cantine et Stéréolux veulent voir un tout petit peu plus loin. Mettons dans 10 ans, en 2031. Quel rôle auront les outils numériques dans les crises du futur ? Quelle place aura la question numérique dans les réponses à ces crises ? Et puis, à quoi ça sert de faire de la prospective sur ces thèmes ? Chercheuses et chercheurs, militantes et militants, designeuses et designers, entrepreneuses et entrepreneurs, mais aussi artistes, syndicalistes, DRH et personnalités politiques répondent à ces questions. C'était au mois de mars dernier. Les quelques 5800 salariés d'un entrepôt d'Amazon, en Alabama, aux États-Unis, étaient appelés à voter pour ou contre la création d'un syndicat, malgré les franches réticences de leur employeur. Au final, le non l'a emporté. 2 mois plus tôt, c'est Google qui voyait d'effrontés salariés constituer le premier syndicat du groupe, l'Alphabet Workers Union. Ces 2 événements, malgré leur issue différente, ont secoué le monde de la tech. La tech, c'est l'ensemble des entreprises, des travailleuses et des travailleurs, du secteur du numérique et de l'innovation. Cela va des grands, que je viens de citer, jusqu'aux plus petites startups, en passant par les ESN, qu'on appelait avant les SS2I. Ce sont de plus ou moins gros prestataires informatiques pour les entreprises. Le secteur du numérique a longtemps été considéré comme un Eldorado pour les travailleuses et les travailleurs qui profitaient de croissance à 2 chiffres, sans se poser trop de questions sur leur contrat de travail, ni sur les impacts de ce qu'ils ou elles produisaient. Et puis, il y a eu le techlash. En anglais, backlash, c'est le retour de bâton. Depuis 3 ans, la méfiance envers les entreprises du numérique a grandi, tant chez les consommateurs et les consommatrices, que chez les employés. La crise, quoi, avec des répercussions qui ne font que commencer, mais qui pourraient se poursuivre jusqu'en 2031. La création de syndicats chez les GAFAM est une nouvelle étape dans ce techlash, dont l'histoire est toute récente. C'est ce que rappelle Irénée Regnault, consultant sur les sujets de transformation numérique. Je pense qu'il était en germe dès le début des années 2000, quand on avait des problèmes qui étaient par exemple des problèmes de gentrification dans les quartiers, notamment dans la Silicon Valley, où les grandes entreprises du numérique s'installaient. Et notamment Google, c'est anecdotique, mais les navettes de Google qui transportaient les employés jusqu'à leur bureau s'arrêtaient aux arrêts de bus publics, ce qui posait déjà des problèmes. Et ces navettes se faisaient caillasser en fait par les habitants qui disaient mais vous utilisez des infrastructures publiques, on ne veut pas de vous. Et donc déjà là on a une forme de retour de bâton où on sort de l'illusion numérique, Google c'est super, par une voie à laquelle on n'aurait pas pensé. Bon, ensuite on passe sur les affaires Snowden, les fuites de données, Cambridge Analytica, et puis on arrive, je crois que c'est en 2017, on a le journal Wired, plutôt libéral, qui titre que les travailleurs de la tech réalisent enfin qu'ils sont des travailleurs. Et donc là, il y a une espèce de page qui se tourne, je pense, 2015, 2016, encore plus 2017, et là clairement le mot finit par sortir, techlash, donc littéralement le retour de bâton en fait, et en fait à la base ce mot rassembler tous ces mouvements. Et il va être illustré par 2 choses. D'une part, effectivement, comme je disais tout à l'heure, les salariés de Facebook qui vont critiquer Facebook, les salariés de Google qui vont critiquer Google, certains qui vont le faire publiquement. Et d'autre part, la naissance de tout un mouvement éthique, donc incarné par la personne de Tristan Harris notamment, qui va poser sur la place publique la question des biais attentionnels, la question de la captation de l'attention, donc comment marche Facebook et pourquoi il vous pique votre temps disponible, comment marche Google et pourquoi de même il utilise votre temps pour vous vendre de la pub, et tout ça va finir par constituer le techlash qui aujourd'hui débouche sur un peu plus qu'une critique. Tristan Harris, c'est un ancien ingénieur de chez Google qui en 2018 a créé son ONG, Center for Human Technology, dont le but est de lutter contre les problèmes engendrés par la tech.
Et ce qu'Irénée appelle un peu plus qu'une critique, c'est la constitution de plusieurs syndicats. Je pense que les syndicats qui sont en train de se créer, notamment, alors celui qui fait le plus de bruit évidemment, c'est celui qui est en train de se créer chez Google cette année, donc le Alphabet Worker Union, donc qui réunit pour l'instant une petite minorité de gens, mais qui fait quand même beaucoup de bruit. Et puis il y en a d'autres dans d'autres entreprises de la tech aux États-Unis. Et avant ce syndicat, effectivement, comme vous le dites, il y a eu plein d'autres organisations, donc par exemple la Tech Worker Coalition aux États-Unis, et puis d'autres que je cite pas, qui ont servi justement à faire se rencontrer des gens dans plusieurs villes, à traiter justement de tous ces problèmes que je viens d'évoquer, et à surtout aussi, ce qui est intéressant, à penser les liens entre les différents types de travailleurs, à savoir les cols bleus et les cols blancs. Parce qu'en fait, aux États-Unis, la révolte des travailleurs de la tech, en fait, elle part plutôt de catégories sociales défavorisées. Pour le dire de façon un peu abrupte, c'est les femmes racisées à la cantine qui commencent par s'élever pour tout un tas de questions. Et en fait, ça fait tache d'huile sur les autres salariés qui commencent aussi à se poser des questions, et notamment sur les salariés racisés, parce qu'on a eu énormément de problèmes de racisme à l'intérieur de ces entreprises. Et de là, justement, quand on tire les ficelles, ça va sur d'autres problèmes qui sont les problèmes écologiques, les problèmes de militarisation de la tech, etc., etc. Donc voilà, tout un truc qui monte comme ça depuis un petit peu partout et aujourd'hui qui se structure. Les cols blancs de la tech, ce sont les cadres du secteur, mais aussi les ingénieurs et des métiers très recherchés comme les développeurs et les développeuses. Les cols bleus, ce sont les livreurs et les livreuses, les manutentionnaires, les petites mains du secteur, quoi. Et vous verrez que l'une des questions, c'est de savoir si, dans les crises du futur, col blanc et col bleu s'entendront sur des revendications communes. Bon, mais en France, comment ça se passe le techlash ? Avec quelques années de retard, la France a pris les mêmes virages avec une histoire différente aussi, puisque on a un mouvement, moi celui qui me semble le plus caractéristique en dehors des mouvements syndicaux qui existent déjà dans les entreprises du numérique, c'est la naissance d'un mouvement qui s'appelle On est la tech. On est la tech, c'est un mouvement qui est né en 2019. À la base, c'est un manifeste qui est proposé par des gens qui travaillent dans la tech, plutôt des développeurs, informaticiens, chefs de projet, etc. Et qui va avoir un discours critique sur pas mal de choses différentes. De même, l'écologie, l'égalité homme-femme, et puis la militarisation de la tech, voire même, l'industrialisme, dans le sens quel monde fabrique-t-on avec la technologie d'aujourd'hui. Et ce mouvement-là, il va réunir plusieurs milliers de personnes qui vont signer le manifeste et qui continuent encore aujourd'hui à s'organiser. Et on voit bien que ça tâtonne encore dans les formes d'organisation, mais ce qui est normal après si peu de temps, et puis il y a eu la crise sanitaire qui n'a pas aidé, mais on sent bien que leurs revendications portent sur vraiment plusieurs aspects, qui sont pas que des aspects salariaux, ils sont pas là juste pour négocier une part du gâteau, ils sont là vraiment pour changer la tech en fait. Changer la façon dont on fait la tech et changer ce que la tech fait au monde. Eh bien allons les voir, tiens, les gens dont est la tech. On a rencontré Hélène Maître-Marchois, enfin à distance. Elle est Product Owner, une chef de projet ++, chez Fairness. Et elle est aussi l'une des cofondatrices du mouvement On est la tech. Avec elle, on voudrait parler des revendications qu'évoque Irénée. Alors je ne sais pas si c'est vraiment des revendications. Effectivement, là il y avait un élan de solidarité au niveau de la réforme des retraites, mais notre questionnement aujourd'hui, c'est plutôt de se dire que une autre tech est possible que celle de la Startup Nation. En fait, depuis le départ, on ne se retrouvait pas dans l'espèce de caricature qui a été faite de la French Tech, parce que effectivement, c'était quand même un peu le fer de lance du gouvernement en place, et on se retrouvait pas. Il y avait quand même beaucoup de gens qui se disaient mais je me sens pas du tout représentée par les discours qui sont donnés aujourd'hui autour de la French Tech. La French Tech, c'est un dispositif lancé sous la présidence de François Hollande pour soutenir la tech française et faire émerger un véritable pôle numérique français. La Startup Nation, quant à elle, c'est une expression utilisée par le candidat Macron qui souhaitait à l'époque un État soutenant l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Mais depuis, l'expression a pris du plomb dans l'aile. Et Startup Nation s'est plutôt moqué aujourd'hui par celles et ceux qui dénoncent une élite de la tech soutenue et encouragée au détriment de millions de travailleurs et travailleuses invisibles. Une autre tech est possible et on a envie justement de donner de la visibilité et surtout pouvoir accueillir des techs qui sont, enfin des travailleurs et des travailleuses du numérique qui sont un peu isolés. Parce que c'est vrai que notre secteur est quand même assez difficile à rassembler.
On a cette question de beaucoup de travailleurs qui sont indépendants aujourd'hui. On peut être des freelances souvent. Et c'est assez difficile du coup de se retrouver ensemble, à part dans les syndicats. Mais c'est vrai que bon, dans notre secteur, c'est quand même pas ceux qui sont les plus majoritaires. Et donc, on se disait effectivement que une forme d'association qui pourrait aiguiller, permettre des débats en interne, savoir comment se positionner. Par exemple, quand on a des indépendants qui arrivent et qui se disent bon bah là j'ai un client qui me demande de faire, je sais pas, du tracing sur les utilisateurs. Je suis pas hyper à l'aise avec ça. Quel est le discours que je pourrais apporter? Et donc, on a effectivement cette espèce d'espace de discussion et de réflexion qui s'adresse à tous les travailleurs et travailleuses du numérique. Alors, si vous n'avez pas compris l'anecdote du tracing, imaginez-vous une développeuse, une dev, qui travaille pour une boîte de la tech française. Son client, ou sa cliente, lui demande de placer discrètement dans la page web ou l'appli qu'elle développe des petits mouchards qui captent les comportements des utilisateurs et des utilisatrices. De la collecte de données pas très officielle, quoi. Eh bien, si la développeuse ne trouve pas ça éthique, que peut-elle faire? Des cas de conscience comme celui-là, on est la tech en collecte plein. On a effectivement des gens qui travaillent dans les secteurs bancaires, qui sont pas forcément très écolos, par exemple. On a des gens qui travaillent dans la publicité, qui vont faire du tracing d'utilisateurs pour ensuite leur proposer de la publicité. Et même si aujourd'hui on a des membres de notre association qui posent sur la table de temps en temps dans des réunions, de dire c'est peut-être pas hyper éthique, attention, la liberté de l'utilisateur, des choses comme ça. Aujourd'hui, on n'est pas sur un rapport de force hyper important et on n'a pas une possibilité d'action qui est aussi importante que celle qu'on aimerait avoir. L'idée, c'est effectivement de faire grossir les rangs d'on est la tech pour réussir à avoir une forme de crédibilité face à nos clients qui entendraient un peu plus notre discours. C'est ça le message principal du mouvement. Travailleuses et travailleurs de la tech, vous n'êtes pas obligés d'accepter l'inacceptable, que ce soit dans votre contrat ou dans le catalogue produit de votre entreprise. Et là, bonne surprise, il suffit parfois de parler d'éthique pour mettre employés et employeurs d'accord. Les bonnes surprises qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que on s'auto-censurait beaucoup. Quand on pose les questions d'éthique, quand on pose les questions de pertinence de certains trackers, par exemple, on a assez facilement en fait des retours de clients qui sont là. Ah oui, effectivement. Non, mais on n'a pas besoin de cette donnée. Vous pouvez la faire sauter. Et parce que personne leur posait jamais la question, la façon de faire de la tech était pas responsable, était pas écolo parce qu'on savait même pas que ça polluait et que l'empreinte du numérique sur l'environnement par exemple était pas connue ou que effectivement la pertinence des data, on va mettre toute la lib, on va aller chercher, on va traquer parce que voilà, il faut des Google Analytics. Très bien, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir tout? Ah non, d'accord. Est-ce qu'on a besoin d'avoir forcément des identifiants ou est-ce qu'on peut mettre, par exemple, Matomo, qui est l'équivalent de Google Analytics, mais en anonyme? Est-ce qu'on peut mettre ça? Ah bah oui, ça me suffit très bien, voilà. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, on a un poids parce que les clients sont pas forcément fermés. Et ça, c'est une découverte qu'on a faite cette année, de se dire, mais si vous posez la question, juste, les clients sont pas forcément contre à la base. Donc je pense qu'on a, en fait, plus de pouvoir que ce qu'on pense aujourd'hui. Ce mouvement, tout jeune, se développe. Comment ces instigateurs et ces instigatrices voient l'avenir de leur message, surtout dans les crises à venir? J'ai l'impression qu'on va développer de façon plus consciente, plus responsable, à la fois sur les impacts sociaux et les impacts environnementaux que peuvent avoir les outils. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut plus dire « je savais pas ». Il y a tellement de termes, enfin de prises de position qui sont faites qu'aujourd'hui on commence à être conscient de ça et j'espère que d'ici 10 ans ce sera évident en fait. Ce sera évident qu'il faut faire quelque chose qui soit pas trop gourmand d'un point de vue énergétique, qui soit pas programmé pour l'obsolescence des terminaux des utilisateurs et qu'on se retrouve avec à devoir changer de téléphone tous les 6 mois parce que les applications tourneront plus sur notre ancien modèle. Je pense que ce sera devenu un peu évident. Malheureusement, je pense que ce sera aussi parce qu'on sera un peu plus contraint par les ressources physiques qui vont commencer à diminuer et que comme de toute façon on sera contraint par les possibilités de la Terre qu'on a trop souvent négligé, on aura cette réflexion qui nous sera imposée dès le départ sur comment faire du numérique avec ce qui nous reste comme capacité, quoi. Et puis, il y a l'organisation même du travail dans la tech qui risque d'évoluer.
On a de plus en plus de coopératives dans la tech qui commencent, et aujourd'hui, effectivement, le côté d'être tous associés, d'être propriétaire de sa propre société, de pouvoir choisir ses clients et de travailler comme on l'entend, donne un rapport au travail qui va être différent en termes de protection aussi. Et j'espère qu'on va aller vers ces modèles-là. J'espère surtout que d'ici 10 ans, les grosses ESN qui utilisent une main-d'œuvre parfois et très souvent étrangère pour développer des applications pas forcément très éthiques auront moins le vent en poupe. Aujourd'hui, c'est quand même les gros leaders du marché, et ils font pas forcément du web de qualité, et ils font pas forcément effectivement surtout très éthique d'un point de vue de protection des salariés. Et puis j'espère effectivement, et alors ça pour le coup c'est vraiment un côté plus humaniste en soi, qui est de dire que le côté indépendant et je ne travaille pour personne, enfin à part moi-même, et je suis indépendant là-dessus, verra un peu les limites de ce modèle. Je trouve que c'est très dommage qu'effectivement on soit tous individuellement les uns à côté des autres, sans penser effectivement global et société, quoi. Ah ça, c'est un espoir en effet. Mais certains et certaines sont plus sceptiques pour 2031. C'est le cas de Mathieu Trubert, ingénieur chez Microsoft et membre de la CGT, la Confédération Générale des Travailleurs, au sein de laquelle il anime l'UGICT. C'est un collectif de la CGT qui réunit les ingénieurs cadres de la tech. Et lui aussi, Mathieu, il espère. Ce que j'espère, moi, c'est qu'il y ait plus de solidarité, plus de collectif, et plus quelque part d'appropriation de la vie au travail de la part des salariés, et qu'on revienne un petit peu à cette idée d'appartenance à l'entreprise. Aujourd'hui, malgré tout, ce qui commence à se dessiner pas mal, c'est plus du tout cette forme d'appartenance à l'entreprise. On est beaucoup plus dans une forme de mercenariat. On constate quand même que les salariés aujourd'hui, globalement, dans le domaine de la tech, ont du mal à revenir vers le collectif, à revenir vers une forme de solidarité quand il y a une problématique par rapport au travail, et qu'on est plus dans toujours ce rapport entre ce que je gagne, ce que je dois faire pour gagner, et puis quand ça ne me convient plus, j'essaye de passer à la concurrence. Je pense qu'il y a deux pistes. Celle-ci en est une possible. L'autre, c'est aussi lié à l'évolution et à l'avenir du statut du salariat. C'est quand même une orientation plus massive vers le travail indépendant. Donc une forme peut-être de régression ou d'abandon du salariat qui, dans le pire des scénarios, amènerait à plus du tout de collectif, plus du tout de solidarité, et donc plus du tout de syndicalisme, ou alors revenir vers du syndicalisme corporatiste, comme on a pu le connaître à une époque en France. Je suis pas sûr que ça soit la bonne approche. Un syndicalisme corporatiste fonctionne par métier. Les devs auraient leur propre syndicat, les ingénieurs aussi, et les gens du marketing encore un autre syndicat, etc. C'est ce qu'on retrouve dans l'aviation avec le fameux syndicat des pilotes. Mais est-ce que la tech veut ça ? Mathieu Trubert a 8 ans de CGT derrière lui. Au début, il n'y pensait même pas à se syndiquer. Alors en fait, tout commence parce que je n'ai pas de culture familiale ou historique du syndicalisme, et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on apprend à l'école. Donc en fait, tout commence par la représentation du personnel, donc vraiment dans le microcosme de l'entreprise, sans du tout s'occuper de la question syndicale. En fait, tout simplement, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a un décalage entre la reconnaissance de mes pairs, de mon collectif de travail, et la reconnaissance de ma hiérarchie, et ça me fait me poser des questions sur est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche au royaume du travail. Et un collègue m'invite à m'inscrire sur la liste électorale aux élections professionnelles, et là je commence par le CHSCT, puisque c'était un sujet qui était plus proche de mon côté ingénieur. C'est là où je commence par la représentation du personnel. Jusqu'en 2014, les CHSCT, pour Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, réunissaient le personnel et la direction sur les questions de santé et de sécurité au travail. Ça, c'est fini. On parle désormais de CSE, Comité social économique, dont les missions sont plus larges. Voilà pour la parenthèse. Et puis petit à petit, on commence à regarder ce qui se passe un petit peu à l'extérieur de l'entreprise, et on se dit qu'il y a peut-être matière à faire quelque chose en partageant et en confrontant des avis et des opinions. Et donc là, on
on sort de chez soi et puis voilà, on part là-dessus. On part là-dessus, c'est-à-dire on se syndique pour Mathieu. En 2021, la culture de la protection sociale a tendance à reculer. Seuls 11% des salariés français, tous secteurs confondus, adhèrent à une organisation syndicale. Et le chiffre tombe à moins de 4% chez les moins de 30 ans. Comment dire ? Je pense qu'à nouveau, on rejoint une question de culture et d'éducation nationale. On apprend un métier, mais on n'apprend pas le droit du travail. Globalement, dans la vie, on a quand même une certaine notion de code civil, des choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. Quand on apprend à conduire, on apprend le code de la route, mais quand on apprend à travailler, on n'apprend pas le code du travail. Et typiquement, dans une activité de type start-up qui peut avoir tendance à être beaucoup plus dans une certaine forme d'ultra flexibilité, d'improvisation, ce qui n'est pas forcément péjoratif, mais on a tendance forcément, par lacune d'éducation ou culturelle, à ne pas prendre en compte la dimension de ce qu'est le travail. On s'interroge assez rarement sur ce qu'est le travail, comment ça fonctionne, pourquoi et comment on travaille. Bon, quittons un moment la France pour retourner au pays d'origine du techlash, les États-Unis. Je me demande bien comment elle peut évoluer cette crise d'ici 10 ans. Pour avoir des indices, on va téléphoner à Stéphanie Lehuger. C'est une Française installée à San Francisco. Elle travaille pour une start-up tricolore, Action Desk. Alors c'est hyper intéressant le point de la protection des salariés aux États-Unis. Et en l'occurrence, je vais parler même plutôt de la Californie parce que finalement, c'est les États-Unis et donc chaque État a des règles différentes. En fait, la Californie, c'est probablement l'État le plus social. C'est ce que tout le monde considère aux États-Unis. C'est ce qui se rapprocherait le plus de ce qu'on connaît en Europe. C'est-à-dire qu'il y a une petite protection quand on perd son emploi, un petit chômage, quoi. Il y a des petites obligations de la part des entreprises de protéger les salariés pour ce qui concerne leur santé. Mais malgré tout, dans la tech, alors, il s'est passé quelque chose de quand même très très fort en novembre dernier. C'est que, je ne sais pas si vous savez, mais en fait aux États-Unis, au moment où il y a les présidentielles, on ne vote pas que pour le président, mais on vote pour pas mal d'autres personnes. Et aussi, il y a des mini-référendums. Donc, il y a des questions qui sont soumises aux Californiens qui du coup, se positionnent dessus. Et une des questions qui était très intéressante en termes de protection sociale, elle a été proposée par un conglomérat de 5 entreprises, dont Uber, Instagram, DoorDash, donc des entreprises qui font de la livraison et du transport de personnes. Et la question, elle était formulée de la sorte... environ, qui était est-ce qu'on souhaite exempter les entreprises qui font du transport de personnes et de la livraison des protections sociales des salariés habituels. Donc c'est quand même un choix qui était assez clair. Et le choix qui a été fait de la part des Californiens, c'est qu'ils ont voté oui. Donc depuis novembre 2020, ces entreprises-là, elles sont exemptées du droit qui a été par ailleurs gagné pour les salariés en général. Donc je trouve que c'est un vrai précédent parce que souvent ce qui se passe aux États-Unis est souvent inspiré de la Californie en ce qui concerne la tech. C'est souvent le premier État où il se passe quelque chose et après ça se diffuse ailleurs. Et je pense que ça sera un précédent tout court de l'entreprise parce que de ces entreprises-là, parce que notamment un des arguments qu'elles avançaient pour convaincre les gens de voter en faveur de cette exemption, c'était que si on votait pas, ils arrêteraient le service. Donc quelque part, les consommateurs électeurs se sont retrouvés un peu à choisir entre leur confort ou celui des personnes qui étaient employées par ces entreprises. Et voilà, on retrouve le dilemme évoqué tout à l'heure, la séparation entre l'école bleue, dont les droits font l'objet de ce vote en Californie, et l'école blanc, qui n'était pas concernée par ce vote. Et au milieu, les consommatrices et les consommateurs, les usagers, nous. Enfin, les Américains et les Américaines pour le moment. En fait, je pense qu'il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'il y a les pays qui différencient les manières pour les entreprises d'être soumises ou non à certaines responsabilités. Mais après, il y a une grosse différence en fonction des types de postes. Et je pense que c'est ça l'endroit où il y a un système à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il va y avoir aux États-Unis les gens qui sont avec un poste très qualifié. Je pense aux ingénieurs, aux data scientists, aux développeurs. Et ces personnes-là, elles sont très choyées par les entreprises de la tech. Elles ont des conditions très intéressantes. Comme aux États-Unis, il n'y a pas de protection de santé.
nécessairement. Il n'y a pas, par exemple, en Californie, une entreprise n'est pas tenue de donner un seul jour de congé par an. Et ces entreprises-là de la tech, pour les personnes qu'elles souhaitent attirer, qui sont des talents rares, elles se plient en 4 en leur donnant une protection de santé plus pour elles et leur famille. Elles leur donnent 5 semaines de vacances comme en France. C'est vraiment le tapis rouge qui est déroulé. Alors que de l'autre côté, il va y avoir les gens qui vont être contractuels et qui vont faire des tâches beaucoup plus ingrates, qui, elles, vont être pressées pour éviter de leur donner des bénéfices, s'exempter des bénéfices qui, normalement, s'appliquent aux salariés. Donc, il y a vraiment un système à 2 vitesses, en fait, en fonction du poste qu'on occupe. La cadre expatriée a l'impression que la crise du Covid a eu 2 effets opposés dans la tech. Moi, j'ai plutôt eu l'impression qu'il y a eu un recul en termes de protection sociale et de conditions de travail pour les personnes les plus pauvres, pour les personnes qui ont des postes peu qualifiés. Elles n'ont rien gagné à la crise, elles ont juste perdu leur job. Et depuis novembre 2020 aux États-Unis, celles qui travaillent chez Uber ou chez Instacart ou DoorDash, elles n'ont plus la protection sociale qu'elles avaient avant. En revanche, les choses se sont plutôt améliorées, par exemple, sur le sujet de la diversité, ou avec le mouvement Black Lives Matter, donc qui avait rien à voir avec la crise sanitaire, mais qui a été une autre crise, dans le fond, une crise dans la crise, qui était une crise plus sociétale, même presque métaphysique. Enfin, c'est vraiment les États-Unis et du coup, par ricochet, pas mal d'autres pays se sont réveillés sur ces questions-là. Pas que ce soit la première fois qu'on en parle, loin de là, il y a eu beaucoup de crises depuis plusieurs décennies, mais cette fois-ci, il y a eu une prise de conscience de gens qui étaient en dehors de ces minorités. Et de la même façon que pour les femmes, on voit que maintenant, dans la tech, il y a des efforts qui sont faits. Moi, j'ai constaté depuis du coup l'été 2020 qu'il y a une vraie différence dans les panels de personnes qui sont interrogées, dans les personnes qui sont mises en avant dans des publications, dans les personnes qui sont cherchées à être recrutées en termes de diversité. Donc, sur cette crise-là, par exemple, il y a eu une amélioration. Après, une amélioration, ça ne veut pas dire que le problème est résolu, loin de là. Mais en tout cas, il y a eu un éveil des consciences. Pour Stéphanie Lehuger, les labels éthiques tels que B Corp sont le futur. En engageant les entreprises, Ulule et WeTransfer en sont 2 exemples, beaucoup plus loin qu'une charte éthique, ces labels permettront peut-être à l'avenir d'éviter des dérives. Les dérives dans la tech, le hashtag Balance ta startup en a vu passer un paquet. Balance ta startup, c'est un compte Instagram lancé fin 2020 avec comme sous-titre « Parce que le baby-foot c'est cool, mais le droit du travail c'est encore mieux ». Sexisme, harcèlement, chantage, licenciement abusif. La startup s'est révélée une entreprise comme les autres. En fait, quand j'ai découvert ce hashtag, j'ai fait gloops, comme beaucoup, en me disant ah oui, quand même. Celle qui a fait gloops, c'est Lobna Kaleja, la directrice des ressources humaines, des RH, de la startup School Lab. Et en fait, tout était parti avant du balance ton agence, enfin balance ton agence, où en fait il y a eu beaucoup de dénonciations au sein des agences de pub et des décisions assez fortes ont été prises. Il y a des dirigeants qui ont été remerciés. Enfin, il y a eu des grosses décisions qui ont été prises. Et quand j'ai vu le hashtag Balance ta startup, je me suis dit tiens, il va se passer des choses dans notre écosystème. En ce qui concerne la boîte dans laquelle je bosse, c'est plutôt une boîte dans laquelle on a une culture bienveillante et globalement les choses se passent plutôt bien, mais malgré tout on n'est pas à l'abri, on a des gens qui sont mécontents comme partout, on a des salariés qui sont partis et qui ont certainement des choses à dire aussi, et du coup j'étais pas hyper sereine. Après, je pense que l'auditoire a quand même un minimum de prise de recul et que on sait que si pour une même entreprise, il y a 5, 10, 15, 20 salariés qui dénoncent des problématiques internes, c'est que quelque part il y a quelque chose. Après, si ça reste des dénonciations isolées, c'est que la boîte n'est pas vraiment toxique. Pour elle, 4 raisons expliquent le succès de ce hashtag qui a collecté 1400 témoignages portant sur environ 150 startups. La première, c'est que les hashtags précédents, comme hashtag MeToo, balance ton port et plus récemment balance ton agence, le fait de libérer la parole a fait avancer les choses beaucoup plus rapidement que d'habitude et que des décisions ont été prises.
Donc je pense que le souci d'efficacité a été un des éléments de succès de ce hashtag. Le deuxième, c'est que effectivement, il y a deux façons de voir les startups en fait. Soit on les voit comme un Eldorado pour tout salarié qui a envie d'intégrer une boîte, qui est en quête de sens, qui a envie d'intégrer un projet, de faire partie de quelque chose. Soit il y a ceux qui voient les startups comme du gros bullshit lié à la Startup Nation. Mais pour ceux qui voient une startup comme un moyen d'intégrer quelque chose de plus grand, l'effet déceptif peut être fort. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus frustrant qu'une déception. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième, c'est que aujourd'hui, que ce soit les nouvelles générations ou même les autres, on n'a plus envie de transiger sur nos valeurs, on n'a plus envie de faire des compromis et notre rapport au travail est plus le même. Donc ce qu'on acceptait hier, on l'accepte plus aujourd'hui. Donc ça, je pense que ça fait partie des raisons qui expliquent le succès de ce hashtag. Et le dernier, qui moi m'a un petit peu interpellée, c'est que en interne dans les entreprises, on a un manager, on a un DRH, on a un fondateur. Si ces trois-là n'ont rien fait pour résoudre le problème, ou s'ils font partie du problème, dans la plupart des startups, on a des CSE qui sont supposés être des contre-pouvoirs. Ils sont aussi garants du respect des droits des salariés. Donc, si le CSE n'a rien fait, en externe, il y a aussi des intervenants qui, là, pour le coup, ne sont pas intervenus, qui sont la médecine du travail et l'inspection du travail. Donc, il y a tout un faisceau d'intervenants qui, pour des raisons que je m'explique pas, n'ont pas fait le job. Et donc, pour ces salariés qui sont en détresse et que on peut comprendre, ce hashtag reste en gros la dernière solution possible. Alors, si ce hashtag signe le début d'une crise, on peut se demander comment elle évoluera d'ici 2031. Et d'ailleurs, on peut se demander si la crise actuelle, celle du Covid, est une bonne préparation pour l'avenir quand on est des RH dans la tech. Ça l'a fait doucement rigoler Lobna, cette question. Alors je souris parce qu'on, d'un point de vue RH et d'un point de vue business, on navigue à vue depuis 1 an. Donc faire des prévisions à 10 ans, c'est encore autre chose. Mais malgré tout, il y a 2 choses qui me paraissent fondamentales. C'est que grâce au hashtag, mais grâce à plein d'autres choses évidemment, et à la crise et aux envies des salariés, le réglementaire, le droit du travail ne sera plus optionnel en fait. Voilà, on se rend compte aujourd'hui plus que jamais que le droit du travail fait partie des basiques sur lesquels les salariés n'ont plus envie de transiger. Donc une entreprise qui veut recruter les bonnes personnes, surtout les startups qui atteignent une phase de croissance, vont recruter à grosse échelle, ne peuvent pas s'offrir le luxe de pas respecter le droit du travail. Donc ça, c'est un vrai sujet. Après, les autres sujets qui sont plus des sujets sociétaux et qui sont des sujets sur lesquels on commence déjà à travailler, mais où on ne ressentira les résultats que dans quelques années, c'est sur les sujets d'inclusion, d'égalité homme-femme, de leadership au féminin, de parentalité, de handicap, sur tous les sujets sociétaux qui intègrent aussi nos entreprises aujourd'hui. Aujourd'hui, on en est à la phase de constat. On sait que les hommes sont mieux payés que les femmes, on sait que les femmes évoluent moins ou moins vite, on sait qu'il n'y a pas assez de personnes issues des minorités visibles, on sait qu'il n'y a pas assez de personnes reconnues handicapées. Là, le constat est là. Là, on a une grande période dans laquelle on va travailler sur des plans d'action dont on verra les résultats aussi rapidement que possible, mais la phase est là. L'autre sujet va être la partie travail hybride entre le présentiel et le distanciel. Il va y avoir une grosse transition. Il va falloir qu'on s'adapte aux 2 modes parce que certains vont partir sur du full remote, d'autres vont partir sur du présentiel, d'autres sur des systèmes hybrides. Il va falloir apprendre à travailler avec ces différents systèmes qui vont s'autoréguler. Et ça va être un vrai sujet. L'autre sujet, ça va être, on se rend compte que recruter, c'est compliqué. Garder les équipes, c'est compliqué. Les faire évoluer, c'est compliqué. Mais on a besoin d'eux. Et si on veut que notre boîte fonctionne, si on veut que le business tourne, on a besoin de ces équipes-là. Donc, il faut faire en sorte qu'ils soient dans des conditions de travail qui soient acceptables. Il faut leur offrir des perspectives. Il faut leur permettre un équilibre vie pro, vie perso. Tous ces sujets-là, qui sont aujourd'hui des constats que l'on a posés, sont dans 5-10 ans des choses qui devront faire partie des acquis. Le recrutement dans la tech est en plein chantier. Les questions posées par les candidates et les candidats lors des entretiens de recrutement sont d'ailleurs un indice des préoccupations de 2031.
On me pose des questions sur notre empreinte carbone, sur ce que l'on faisait sur les sujets d'économie circulaire. On a un bar-restaurant au sein de notre entreprise qui est géré par nous. On nous demandait si on était en circuit court, si on utilisait des produits locaux, de région. Toutes ces questions-là n'étaient pas des sujets importants il y a quelques années et le deviennent, même si ce sont des sujets qui peuvent être micros. Et une entreprise qui n'a pas de politique RSE, développement durable, avec un engagement sociétal qui va un peu plus loin que les simples basiques, je pense qu'à terme, elle sera en concurrence avec des entreprises qui vont avoir une vraie stratégie sur ces sujets-là. Et justement, ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail, ces diplômés plus conscients, plus verts, c'est sur elles et eux que repose l'évolution à 10 ans. Irénée Regnault, vous savez le consultant, imagine 2 chemins, 2 évolutions possibles. Tous ces gens qui arrivent sur le marché et qui commencent à être beaucoup plus conscients, qui arrivent avec une conscience des questions climatiques, des questions éthiques dans la tech, etc. La question c'est, est-ce qu'ils vont aller dans des grosses entreprises et si oui, est-ce qu'ils vont y trouver des syndicats? Ou alors est-ce qu'ils vont complètement fuiter ailleurs, construire des coopératives et du coup fractionner en fait la façon dont les entreprises fonctionnent, mais finalement pas, vivre en marge des grosses entreprises qui sont quand même le centre de la plupart des problèmes. Voilà, on était parti dans cet épisode pour se projeter en 2031, dans les crises futures du secteur numérique, la tech. Pour l'instant, c'est le tech-clash qui occupe les esprits. Critiques venant des salariés, des prestataires, des consommateurs et des consommatrices, des citoyennes et des citoyens. C'est une crise multiforme qu'affrontent les entreprises du secteur. Pour les salariés de la tech, la question sociale, respecte-t-on mes droits au travail, se mêle étroitement à la question éthique. Les produits que je contribue à fabriquer sont-ils bons et respectueux? En fonction de votre position dans la tech, marketing ou livraison par exemple, vous n'aurez pas les mêmes priorités sur ces questions. Et peut-être toujours pas en 2031. Dans le prochain épisode de 2031, on imaginera le futur de la surveillance numérique. Les préoccupations d'aujourd'hui, intelligence artificielle, collecte des données, reconnaissance faciale, seront-elles celles de demain? 2031 est une série de podcasts produite par La Cantine et Stéréolux.